Messieurs, dames, bonjour. Je vais pas vous dire grand-chose pour l'instant. Je reprendrai la parole tout à l'heure. Je vais juste vous présenter Monsieur Fabien Bocard, qui est chercheur à l'Université catholique de Louvain et qui va nous exposer son travail sur la valorisation des vins, en particulier des actifs tangibles en général et des vins en particulier. Donc voilà, je vous passe la parole. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Voilà, merci. Je tiens d'abord à remercier Elite Advisor pour m'avoir invité aujourd'hui à présenter les résultats de nos recherches à l'Université catholique de Louvain. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la motivation derrière ces recherches et une norme comptable en particulier, la norme IFRS, qui est d'application depuis janvier 2013. On va parcourir les méthodes existantes pour la valorisation des vins aujourd'hui et une solution nouvelle, une approche scientifique destinée à être conforme aux nouvelles normes comptables. Et puis on conclura la présentation. Donc, notre équipe, c'est celle du professeur Hafner de la faculté des sciences de l'Université catholique de Louvain. Et nous sommes spécialistes en modèle économétrique pour la gestion générale des actifs tangibles qui sont utilisés comme investissement. Alors, nous, on pense, et c'est confirmé par le législateur, que la statistique et l'économétrie sont des outils clés pour mesurer les risques, faire des valorisations et gérer un portefeuille d'investissement tangible de façon optimale. Alors, l'équipe, c'est le professeur Marguet, professeur Hafner et moi-même. Et l'idée est vraiment venue d'un constat en 2008. L'art, les vins, les bateaux sont de plus en plus utilisés comme des investissements purs. Donc, ce sont carrément des substituts aux actions, aux obligations. Donc, ces actifs sont hétérogènes et ça crée un problème puisque une œuvre d'art n'est pas une autre, un vin n'est pas un autre, contrairement aux actions où les actions, par exemple, de Bouygues Télécom sont toutes parfaitement substituables. Donc, on a un risque de marché, effectivement. Le marché du vin monte, le marché du vin baisse. Mais il y a surtout un risque idiosyncratique. Chaque bouteille peut se comporter de façon différente. C'est ce que on peut comparer ça à l'alpha dans les marchés. Donc aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de bouteilles qui sont détenues par des fonds d'investissement et une juste mesure de leur performance est indispensable pour les investisseurs. Il y a le calcul de la performance fee d'abord, bien entendu. Et puis, pour les acheteurs et les vendeurs des parts dans ces fonds, il faut savoir quel est le prix exact. Donc, un reporting correct est maintenant indispensable pour tous les investisseurs dans ces fonds. Heureusement, de nos jours, on a des grandes quantités de données et des modèles qui permettent d'automatiser les méthodes de valorisation de façon optimale et non biaisée, c'est-à-dire l'espérance, si on veut, du prix est correcte. Donc, le vin également en tant que sujet de recherche est très intéressant. C'est pas un investissement traditionnel. Là, ce qui est passionnant, c'est qu'il ne distribue pas de coupons, il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas de rendement, et pourtant c'est un investissement. Contrairement à l'art, il ne distribue pas ce qu'on appelle un dividende esthétique. Donc une œuvre d'art, on peut encore l'accrocher à son mur et en profiter. Mais pour un fonds, une bouteille de vin, on peut juste la mettre dans un coffre réfrigéré. Et donc, il est impossible d'en profiter réellement comme une œuvre d'art, par exemple. On ne peut pas le consommer sans le détruire non plus. Hein, donc on ne peut pas louer sa bouteille de vin et avoir une rente parce qu'elle va revenir vite tout simplement. Donc les modèles financiers classiques sont complètement inutiles. Le Dividend Discount Model ou DCF ne servent à rien. Il n'y a pas de cash flow qui sort de la bouteille. Par contre, en IFRS 13, qui est une norme comptable obligatoire depuis janvier 2013, on nous dit qu'il faut mesurer la juste valeur de cet investissement. Et qu'est-ce que la juste valeur, la fair value? C'est le prix qui serait reçu pour vendre un actif ou le prix payé pour transférer une dette dans une transaction ordonnée entre des participants dans le marché. Donc c'est vraiment le prix auquel on peut s'attendre si on vend la bouteille de vin aujourd'hui. Mais la norme comptable est très stricte. Elle nous dit la transaction hypothétique donc doit prendre place dans le marché principal pour cet actif, ou en l'absence d'un marché principal, le marché le plus avantageux. Donc c'est très simple, on pose l'hypothèse qu'un gestionnaire de fonds ne va pas faire n'importe quoi avec son stock et que s'il décide de vendre, il est probable qu'il décide de vendre
d'une façon qui optimise la transaction tout simplement, c'est-à-dire générer un profit. Alors, il y a ces quelques concepts clés. Le marché principal est le plus avantageux. On va voir tout de suite quelles sont les implications pour le vin. Et puis, il y a également une définition au niveau des types de données qu'on peut utiliser. En règle générale, dans IFRS 13, il y a 3 types de données. La bourse, hein, si on a par exemple des actions, des obligations, le cours est coté journalièrement. Des données liées au marché, ça ce sont des données dites de type 2, donc quand c'est le fonds lui-même qui effectue des transactions et qu'il observe des prix par lui-même. Et puis des données de type 3 qui sont complètement non observables et qui doivent être modélisées. Hein, par exemple, la volatilité implicite d'une action, d'une option. Pour le moment, il existe différentes méthodes pour valoriser les fonds de vin. Alors on a le cas de l'expert indépendant. Toutefois, dans la recherche, on montre surtout pour l'art que l'expert est parfois biaisé. Il a tendance à être trop prudent dans l'estimation. Hein, donc il y a un principe prudentiel chez les experts qu'il respecte, mais qui est en petite contradiction avec IFRS 13, puisqu'IFRS 13 souhaite le juste prix, la valeur à la transaction. Et puis on a une approche dite du LiveX, qui est basée sur une bourse d'échange et qui est une initiative privée. Et on va voir tout de suite quels sont les tenants et aboutissants de ce type de valorisation. Et enfin, on propose une approche scientifique, une modélisation hédonique, dont le but explicite est la conformité IFRS. Alors, je vais venir sur le LiveX, puisque en fait le LiveX est une bourse de vin privée qui s'est autoproclamée standard de l'industrie et qui est pour le moment utilisée par des fonds pour valoriser leur stock. Alors ces fonds sont essentiellement des fonds situés dans les îles anglo-normandes, ou Caïmans, ou BVI. Et une première constatation sur ce type de valorisation est que ça n'est pas indépendant, puisque l'expert est un intermédiaire. Donc on a déjà un problème au niveau de l'indépendance de l'expertise. Alors comment fonctionne cette valorisation qui est reportée comme étant standard? Eh bien, vous allez voir, elle est surprenante. Quand il y a une offre d'achat ou de vente, eh bien, on prend la moyenne des deux. Jusque-là, ça semble correct. Toutefois, parfois, le prix d'achat est remplacé par le prix de vente dans l'estimation. Alors là, c'est déjà moins conventionnel. Et puis, sans prix de vente, on utilise des données marchands, dont la source n'est pas spécifiée. Et puis, sans information, un comité de valorisation décide du prix, hein, sans spécifier l'origine des données, ni qui, ni comment, ni pourquoi. D'autant plus, cette méthode est basée sur une bourse qui n'est pas représentative du marché du vin. Hein, je prends leurs chiffres de 2011 qui sont publiés. Sur 100 millions de pounds de transactions, les Bordeaux constituaient 95% des volumes. Donc c'est une bourse qui est essentiellement spécialisée dans les Bordeaux. Tandis qu'en enchères, on a, à titre de comparaison, 2 fois plus de volume, plus de 2 fois du volume, et on couvre tout le marché, y inclut les vins plus vieux, les vins de collection. Également, c'est une plateforme qui standardise la qualité, et la standardisation de la qualité dans le vin, ça ne fonctionne que pour les très jeunes vins, dont la provenance est parfaitement connue, puisque dès le moment où la provenance est moins connue, on a des problèmes de transparence dans le marché. Alors, ce qui pourrait expliquer le fait que le LiveX refuse explicitement d'utiliser les prix d'enchères, on voit un biais commercial. Les enchères sont simplement les concurrents du LiveX, donc ils refusent de l'utiliser, ça a du sens. Et puis, il pourrait y avoir un rabais LiveX, étant donné que les enchères sont plus transparentes que le LiveX sur certains vins, on peut s'attendre à une prime de risque sur ce type de plateforme. Alors, c'est également confirmé en règle générale par la littérature scientifique. J'insiste ici plutôt sur le dernier papier de Pagano et Roll. On nous dit que le bid-offer spread implicite d'un marché aux enchères transparent est plus étroit qu'un marché des dealers moins transparents, ce qui est le cas ici. C'est un article très intéressant qui était publié dans le Journal of Finance en 1996. Alors, pour une approche scientifique, je rappelle les 3 types de données qu'on peut utiliser. Type 1, la bourse. Type 2, les données d'un fonds et des modèles. Et type 3, seulement des modèles. Donc, les données de type 1 dans le vin, nous considérons qu'elles ne sont pas fiables. Les bourses sont trop spécialisées et elles sont peu propices pour vraiment faire une valorisation d'actifs hétérogènes. Par contre, les données de type 2, elles peuvent être vraiment utiles. On va se concentrer sur le fonds lui-même. Qu'est-ce que le fonds fait? Donc pas ce que le marché fait, mais qu'est-ce que le fonds fait? Quelles sont ses tactiques d'achat?
de vente. Le fonds bénéficie souvent d'économies d'échelle que le reste du marché ne bénéficie pas. Le fonds également est un fournisseur de liquidité, c'est-à-dire qu'il peut faire le marché, il met des prix à l'achat, des prix à la vente, et il bénéficie ainsi d'une prime de liquidité. Et puis, le fonds exploite un marché dysfonctionnel, c'est montré dans la littérature aussi. Il y a des opportunités d'arbitrage dans le marché du vin, et donc tous ces phénomènes font que la valorisation d'un fonds de vin est quelque chose plus sophistiqué que de simplement regarder le niveau général du marché. Alors, on pense qu'un fonds de vin doit se concentrer sur sa niche et sur sa stratégie, mais tout de même, il faut tenir compte des écarts avec les maisons de vente, qui sont le marché le plus transparent. Donc, si on a un fonds de vin qui achète bien, il doit être récompensé, et s'il agit mal ou qu'il achète mal par rapport au prix du marché en maison de vente, eh bien, il doit être pénalisé. Donc, on propose 3 étapes. 1. Estimer un indice de prix sur base des transactions du fonds. On va utiliser une méthode dite d'indice hédonique, et ça correspond bien à une définition IFR 13, où on va s'intéresser au prix observé dans le marché. Ensuite, on va valoriser le stock en utilisant cet indice de prix, qui a été fait de façon économétrique. Et puis, troisièmement, on va corriger les écarts par rapport au niveau des enchères. On va donc, comme j'ai dit, pénaliser les fonds qui sous-performent par rapport aux enchères, et par contre, reconnaître l'existence d'arbitrage et d'économie d'échelle ou d'achat au rabais dans d'autres cas. Brièvement, ici la première étape, pour illustrer, on va donc créer cet indice, et c'est là que l'économétrie va intervenir. Alors ça, c'est particulièrement utile pour les vins de collection, puisque les vins de collection sont rarement échangés, donc des modèles plus sophistiqués pour mesurer l'évolution des prix de ces vins ont une grande valeur ajoutée. Ensuite, on va revaloriser le stock à partir des prix d'achat et en suivant cet indice. Et puis, pour la conformité IFRS, ce qui est indispensable, c'est d'ajuster l'ensemble du stock au niveau des enchères. Dans notre exemple ici, on a pris une différence négative de 5%. Ça s'estime également de façon statistique. Donc, de cette manière, on a l'évolution du prix du fonds en fonction de ce qu'il réalise lui et de son stock à lui, mais corrigé par rapport soit au mauvais mouvement ou au bon mouvement qu'il effectue par rapport au niveau général des enchères. Donc en conclusion, le vin c'est un actif alternatif qui n'offre pas de dividendes, et les méthodes actuelles de valorisation, type expert indépendant ou l'AEVEX en particulier, sont à notre avis peu appropriées au contexte juridique depuis janvier 2013. Les fonds ont des stratégies distinctes. Certains achètent bien, certains suivent le marché des Bordeaux, mais à notre avis, la valorisation doit vraiment se concentrer sur le mix produit au sein du fonds. On a des grands portefeuilles dans ces fonds qui peuvent être valorisés de façon très optimale avec des méthodes statistiques et économétriques, en conformité avec les normes comptables. Le marché des enchères est le plus transparent et celui sur lequel les valorisations devraient être basées. Et enfin, on propose une approche scientifique en 3 étapes conforme à IFRS.